À Bourville, je me suis mis au verre, et au verre de cidre, sérieusement et méthodiquement. Le travail, c'est bien joli, c'est même la santé, dit-on. Mais n'empêche que cela finirait par tuer son homme si on n'y faisait pas attention. En entendant les copains du village, je n'avais pourtant aucune raison de me reposer. Ils me prenaient pour un tir au flanc. Tu as un métier en or, disait-il. Tu rigoles tout le temps. En somme, c'est comme qui dirait un travail sans être un travail. Plutôt de l'amusement. Tu parles. Et la famille semblait être de cet avis. Le guignol, ça fatigue point. J'avais beau leur expliquer que depuis des années, le guignol, traduisait l'artiste, ne savait plus ce que c'était que de s'offrir une journée complète de repos, comme il lui arrivait d'en goûter quand il n'était pas encore guignol, mais cultivateur. Ils ne démordaient pas de leur idée. Le guignol, ça donne point d'ampoule. Pour eux, la vie d'artiste, c'était la vie de château, et j'étais un sacré farceur d'y trouver hardir. J'étais à leurs yeux le gars malin, ça c'est d'ailleurs bien vrai, qui avait trouvé la bonne combine et qui se la coulait douce. L'affaire permanente, quoi. Il est vrai qu'avant d'être artiste, je me disais la même chose. Chanter, c'est moins fatigant que pâturage et labourage, pensais-je, car je suis du genre qui pense énormément. Remarquez bien que je n'ai pas déchanté, puisque je ne changerai pas de métier, même si l'on me proposait à l'emploi de ministre de l'Agriculture. C'est trop instable. Mais je ne prévoyais pas qu'un chanteur, même du genre enfant prodigue comme moi, puisse avoir envie de boucler son bec et ses valises pour aller faire un peu la sieste dans l'herbe. Et comment tu as fait pour réussir, me demandaient les plus curieux. C'était vexant, parce que tout de même, il y a des réussites que le bon sens devrait suffire à expliquer. On ne se demande pas pourquoi Caruso, Cécile Sorel et Victor Hugo ont réussi. Non. Alors pourquoi me le demander? Pour me mettre en état d'infériorité, c'est un monde d'entendre ça. Mais entre deux bolets de cidre, les amis et moi, on blaguait. Ils essayaient de me faire enrager en me traitant comme si j'étais le grand homme du pays. Je donnais le change en faisant comme si j'étais pour de bon ce grand homme. Tu devrais te faire élire maire, me disait-on. Ce jour-là, on t'offrira un vin d'honneur. Ce n'est pas le maire à boire, je répondais, à cause de ma position d'intellectuel qui m'obligeait à briller. Et de rire, bien sûr. D'ailleurs, quand je fais des bons mots, je rigole toujours le premier pour créer l'ambiance. C'est un de mes trucs d'artiste. Hélas, les meilleures plaisanteries ne sont pas comme les chagrins d'amour et ne durent pas toute la vie. Comme dit l'autre, plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. N'ayez qu'un seul chagrin, mais un chagrin d'amour, et je décidai de regagner Paris. Repose-toi encore un peu, me conseillait Jeanne. Mais je suis tout ce qu'il y a de plus service et boulot. Je me tyrannise et je m'exploite. Je suis le plus mauvais patron que le travailleur que je suis ait jamais rencontré. Qu'est-ce que je me fais endurer? Je paierai donc une rentrée dans la capitale le 15 août. C'est d'honorer un jour férié en souvenir. Si j'étais revenu, c'était pour des raisons. 2 fois rien, une bagatelle. Mais tout de même 2 films, une émission nouvelle et une opérette, soit l'un dans l'autre une petite année de travail. De quoi distraire nos guignols, comme disaient les petits amis. Or, quand on a 2 films à jouer, la meilleure façon de s'en sortir, c'est encore de commencer par le premier. Celui-ci s'appelait Par la fenêtre et j'avais pour partenaire Suzy Dolaire. C'est là qu'on voit les malins. Car enfin, Dolaire par la fenêtre, il y a un rapprochement, vous saisissez. J'insiste parce qu'il y a des facéties que je souffrirais de voir sombrer dans l'indifférence. On a famité d'auteur. D'ailleurs, ce film fut tourné sous le signe de ce que l'on appelle l'esprit bien parisien. Et on peut me faire confiance. L'esprit bien parisien, ça me connaît. Si je le dis, c'est vrai. L'équipe technique et les acteurs organisent de vrais tournois de calembour avec Amande à l'appui. Suzy était une adversaire redoutable et le metteur en scène, Gilles Grangier, encaissait très bien. Tout de même, certains soirs, après de rudes compétitions, il se retirait du match. Gilles et Rayet en profitaient pour décocher Suzy et se remonter à l'aspirine. Suzy Delair et moi, nous étions amis de longue date. Nous avions déjà fait ensemble des tournées musicales, mais j'étais un peu impressionné par le succès qu'elle venait de remporter dans le Quai des Orfèvres, un film à grand prix. S'il y avait une justice, remarquez bien, il y a longtemps que j'en aurais eu, moi, à grand prix.
Mais je peux toujours courir. Et même pour ça, on ne me donnera même pas le Grand Prix de Paris. Parce que la vérité, c'est que tout le monde est embarrassé pour mon cas. On ne sait pas si l'on doit me donner le premier prix de musique, de comédie, de danse ou de littérature. C'est la rançon de la gloire, à ce qu'il paraît. Mais tout de même, ça est gris. Fito par la fenêtre terminée, juste comme je frisais la méningite. Qui est-ce qui me tombe dessus? Le gars Berthaud, André Berthaumieux, avec un scénario de lui et tout un film dans la tête. Il me l'explique en 5 minutes. Un rôle pour toi, tu seras tour à tour joueur de piston, ça te connaît, garçon d'hôtel, mousquetaire, faux bandit et épicier. Ça me paraissait beaucoup, mais parmi tous ces rôles, celui de mousquetaire me semblait tout à fait dans mon genre. Question de prestance et de costume. J'aime la toilette. J'eus l'abondance de mes emplois et, afin de me mettre encore plus en valeur, Berthaud me donna 2 partenaires, Paulette Dubost et Mona Goya. J'étais gâté. Mais comme je sais rester modeste, je n'épousai qu'une seule partenaire à la fin du film. Faut pas truster, on se donnerait le genre accapareur et on se ferait des ennemis. Le rôle du mousquetaire qui m'avait séduit a priori, encore un mot de cinéma comme travelling et flashback, c'en est plein, m'a valu bien des soucis. L'épée que je devais diriger vers le ventre de mon adversaire faillit d'abord éborgner une dizaine de personnes, moi compris. Mes bottes secrètes l'étaient tellement que nul ne pouvait prévoir contre qui elles se dirigeaient. À propos de bottes d'ailleurs, celles que je portais, pas à mon adversaire mais au pied, me serraient affreusement. Les orteils à l'étroit. Mousquetaire comme dirait le père Dumas. Je m'efforçais néanmoins de rester gracieux, comme à l'habitude, et de sauvegarder les traditions des Lagardère, d'Artagnan et du non moins valeureux et célèbre Tutti Quanti. À ces mots de pied s'ajoutaient des mots de tête, car entre chaque scène, je m'isolais loin de la voix de Berthaud pour répéter en catimini les émissions de constellation que je devais enregistrer le soir. Ce qui fait que j'avais des tendances à mélanger un peu les textes. C'est devenu très compliqué quand Alice Tissot et moi avons commencé à répéter le soir à l'Alhambra en sortant du studio. Du coup, quand nous étions sur le plateau de Saint-Maurice, il nous arrivait d'enchaîner machinalement Sim, les répliques de l'opérette et à l'Alhambra, nous sortions à Drin, le dialogue de Berthomil. Mais Blanc comme neige a été tourné dans une ambiance spéciale. Nous étions tous des copains. J'avais déjà tourné sous la direction de Berthaud avec Mona Goya dans Pas si bête, dont Langenfield était également l'opérateur, tandis que Berthaud avait tourné Ces dames au chapeau vert avec Alice, 15 ans auparavant. Et quand Berthaud rugissait, tout le monde savait que c'était par amitié. De même que tout le monde savait que si un comédien aussi justement réputé que je le suis sur la place se met à avoir des incidents techniques, c'est parce qu'il est surmené. Vous pensez qu'une œuvre comme Celle Piston, que je venais précisément de composer avec Étienne Lerin pour le film, ne va pas sans entraîner des dépressions nerveuses? Mozart, Berlioz, Vincent Scotto et Tutti Quanti, encore lui, c'est une obsession, ont connu ça. Mais passons et voyons plutôt ce que fit l'incomparable acteur de music-hall quand l'incomparable acteur de cinéma accepta de se pousser un peu pour lui laisser la place. L'agréable dans mon cas, c'est que lorsque l'on a appris d'habitude de travailler dans le génie, ça devient tout naturel. Aussi débutai-je sans plus tarder à l'Alhambra dans le Maharaja, avec Alice Tissot, Dréan et les Bluebell Girls. Dans cette opérette, je me livre à un exercice qui exige de l'attention, de la souplesse et de la rapidité. Le changement de costume. J'accomplis entre chaque changement de décor des performances dont seuls les mannequins de la rue de la Paix, un jour de collection, peuvent se faire une petite idée. Mais je suis en retour récompensé de cet effort par un gros succès d'élégance. Quand je chante, et vous savez ce que ça veut dire, on n'écoute plus, on me regarde. À chaque représentation, les premiers rangs des fauteuils d'orchestre sont pris d'assaut par les dames qui veulent copier pour leur mari les modèles que je présente. Quand je parais en scène avec les Bluebells, tout le monde est d'accord pour dire que c'est moi quand même le plus beau. Vous me suivez? Heureusement, je ne suis pas fier. Et puis voilà, j'arrive au bout de la visite. Vous connaissez ma carrière, pierre par pierre. Vous m'avez suivi à travers mes difficultés, mes heures obscures, puis l'apothéose, le Panthéon. Mais le Panthéon, je n'y suis pas encore. J'ai bon pied et bon œil. Alors je ferme mon carnet, je glisse mon crayon dans le petit trou. Je le reprendrai quand j'aurai accompli quelques nouvelles performances. Ça commencera cet été quand je tournerai mon prochain film avec Berthaud.
En attendant, je dis ça surtout à mes admiratrices, défense d'un suivre, on finirait par se faire au nartier.